Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information en continu émettant depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, Burkina Info Télévision. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous qui se déporte exceptionnellement dans les locaux de la Direction générale de la police nationale du Burkina Faso. C'est une interview exclusive que nous apporte le directeur général dans le cadre des 74 ans de la création de la police nationale du Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'être avec le docteur Roger Ouedraogo, inspecteur général de police, directeur général de la police nationale depuis avril 2022. Il est par ailleurs le président du conseil d'administration de l'Office national d'identification. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour à vous. Merci donc de nous recevoir dans les locaux de la police nationale du Burkina Faso. Nous l'avons dit, c'est une interview qui se tient dans le cadre des 74 ans de l'existence de l'institution. Déjà, pour ceux qui nous regardent et vos hommes, comment va le directeur général de la police nationale du Burkina? Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de nous exprimer, comme vous l'avez dit, à l'occasion des 74 ans de la police nationale et de commémorer donc ce que nous appelons la journée de la police nationale le 28 décembre 2023. Alors, le directeur général de la police nationale va bien. Malgré des situations difficiles que tout le monde connaît, que les hommes connaissent sur le terrain et qui véritablement peuvent affecter le moral, je crois que je vais très bien et le commandement aussi va bien. Être directeur général de la police nationale en ces temps, ce sont des insomnies, on n'en a pas fini sans doute. Absolument, parce que vous savez, M. Ouedraogo, ce n'est pas facile. C'est vrai que le contexte sécuritaire ne prédispose pas au repos, mais je crois que tous les efforts sont faits. Les hommes tiennent la ligne de front. Et au niveau interne également, il y a une sérénité qui nous permet donc de travailler. La sérénité qui vous permet de travailler, qui dit police nationale dit engagement. Actuellement, nous sommes dans le défi sécuritaire. Rapidement, les citoyens veulent comprendre quelle est la contribution de la police nationale pour le retour de la paix et de la stabilité au Burkina. Merci beaucoup. Je pense que cette contribution est essentielle. Cette contribution est grande parce que depuis un certain temps, comme vous le constatez, eh bien, les forces combattantes de la police nationale sont engagées sur la ligne de front, en première ligne, et elles abattent un travail très important au quotidien. Je dois dire que depuis que les forces se sont engagées sur le terrain, eh bien, nous ne cessons d'enregistrer des victoires. Et cela conforte les populations surtout. Et la plupart des témoignages donc, qui nous confortent dans cette position viennent des populations, viennent des masses populaires qui expriment au quotidien leur soutien, qui apportent même du soutien au quotidien aux Goumi, aux hommes engagés sur le terrain. Et cela nous réconforte beaucoup. Et nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits donc, de l'engagement de la police nationale. Très satisfaits. Est-ce qu'on peut faire l'état des lieux de l'engagement de la police dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui? Alors, en termes d'état de lieu, il faut dire que en fait, cet engagement de la police nationale n'a jamais défailli. Souvenez-vous des premières attaques de la police, des premières attaques terroristes. Il se trouvait que effectivement la police était à des zones stratégiques, à des zones vraiment très reculées, et nous avons payé effectivement un lourd tribut dès le début. Et donc, quand les hommes ont été confrontés à la menace terroriste, eh bien, tout de suite, le commandement a décidé donc de conforter les lignes. Mais cela est venu progressivement. Et je dois dire que depuis quelque temps, nous avons réussi véritablement à intégrer le concept de la lutte antiterroriste dans nos rangs et à bénéficier aussi de l'accompagnement de l'État au plus haut niveau pour que le recalibrage des armes soit effectué. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, les policiers ont les armes qu'il faut, ils ont le matériel qu'il faut pour s'engager au front, et nous le faisons à tous les niveaux du pays. Et donc, sur toutes les dimensions du théâtre national, la police nationale est là,
elle apporte son concours au quotidien, donc aux côtés des autres forces militaires et paramilitaires. Vous avez dit que la police a toutes les armes. Ça a été un combat de longue haleine qui a été mené par vos hommes et le commandement de la police. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les Goumis, il y en a assez pour l'ensemble du territoire, mais aussi les moyens qui sont mis à votre disposition vous permettent vraiment de mener à bien les missions qui vous sont confiées? Absolument. Vous savez, effectivement, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été simple. Oui. Parce que la police nationale était aussi dans une tradition de sécurité classique. Est-ce que vous voyez? Et donc, je voudrais profiter d'ailleurs de votre micro pour relever ceci. Aujourd'hui, si on fait une analyse, on se rend compte que la menace terroriste a deux facettes. D'abord, c'est une menace à la sécurité intérieure. Parce que les terroristes, comme on le sait, ce sont nos fils, ce sont nos frères, etc., qui, soutenus par des parrains internationaux, se sont levés et ont pris des armes contre l'État et contre les populations. Donc, c'est une menace à la sécurité intérieure, parce que le problème est intérieur. Deuxième élément, alors, le terrorisme est constitutif d'actes terroristes. Ce sont les actes terroristes qui contiennent donc le visage du terrorisme. Et les actes terroristes sont des infractions à la loi pénale. Et nos textes sont très clairs là-dessus que ces actes terroristes donc, sont réprimés. Et la police fait de la sécurité intérieure, parce que c'est une force de sécurité intérieure. La police fait du judiciaire, parce que les policiers sont des auxiliaires de justice. Et donc, la police a toute sa place dans la lutte antiterroriste. Et aujourd'hui, oui, il n'y a pas de doute que nous sommes engagés sur ça. Donc, contrairement aux idées reçues, il y en a qui pensaient que le rôle de la police était uniquement d'être en ville pour la sécurité urbaine. Oui, je crois que ce n'est pas exact. Oui. Parce que partout où il y a les populations, la police doit être là-bas. Parce que c'est une force de sécurité intérieure et elle doit apporter son concours. Et aujourd'hui, si vous prenez les Goumis, les UMI, les unités de police engagées sur le territoire national apportent au quotidien leur concours. Alors, dès que la police est engagée aux côtés des populations, elle ne peut pas lâcher les populations, quelle que soit la menace. Si c'est une menace de sécurité intérieure, elle se doit de rester aux côtés de la population. C'est pour cela que nous disons que oui, il y a eu des débats, des gens ont cru que la police a dévié de son objectif, mais ce n'est pas exact. La sécurité intérieure s'entend des menaces internes à la sécurité. Et donc, la police, en tant que force de sécurité intérieure, a toute sa place auprès de la population. Si elle est menacée par des terroristes, les terroristes vont trouver la police en face. Vous avez dit tout à l'heure que vos hommes sur le terrain ont les équipements qu'il faut. Est-ce qu'en termes d'accompagnement, que ce soit les rémunérations, les encouragements, est-ce qu'ils sont traités sur le même pied d'égalité que les autres corps qui sont en première ligne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Je dis oui. Je dis oui parce qu'effectivement, il y a eu un certain débat également sur cette question. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les primes sont harmonisées. Les primes d'opération sont harmonisées. La police a dû revoir ses textes. Et aujourd'hui, nous avons des textes qui nous permettent de dire que les primes sont harmonisées. Parce que quand les hommes sont engagés sur le théâtre des opérations, effectivement, dès qu'il y a une disharmonie au niveau des primes, il y a du bruit. Mais depuis le premier commis, les primes ont été harmonisées. Et aujourd'hui, donc, nos hommes sont à l'aise parce que ce problème a été résolu. Il faut dire également, ce qui a pu alimenter un peu ce débat, c'est que il y a une certaine opinion qui tient à faire des comparaisons dans le détail et tout ça. Mais je crois que ça n'a pas lieu parce que les FDS, en fait, sont issus de statuts différents. Vous avez parmi les FDS des militaires, vous avez des policiers, vous avez des gendarmes, vous avez des GSP. Des forestiers. Des forestiers, oui. Des douaniers. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les FDS, selon les orientations données par le chef, toutes les FDS font de la lutte antiterroriste. Et donc, il a été, à un moment donné, nécessaire d'harmoniser donc les primes d'opération pour permettre aux hommes d'être à l'aise. Mais vos Goumis est-ce que les Goumis ont des traitements particuliers pour tous vos hommes qui sont engagés dans les Goumis aujourd'hui? Alors, les Goumis ont des traitements particuliers au regard justement de ces primes d'opération qui sont servies de façon journalière. Et ils ont aussi, comme vous le savez, les Goumis ont été consacrés par décret. Le décret est venu il y a quelques semaines. C'était attendu à votre niveau, ce décret-là? Ah oui, c'était très attendu. Oui. Au niveau du commandement, au niveau des hommes, c'était très attendu. En fait, le premier Goumi a été mis sur pied en novembre 2022. Okay. On ne pouvait pas attendre un décret parce que l'urgence commandait que les hommes soient projetés sur le terrain.
Et donc, les hommes ont accepté ce sacrifice, ils ont été projetés sur le terrain. On a rattrapé après par un décret qui consacre donc leur création et leur spécificité en même temps, en termes de traitement par rapport aux primes, comme je le disais, mais aussi nous mettons un point d'honneur à regarder les actions qui sont menées et à encourager les hommes par des lettres de félicitations, par aussi des décorations. Et donc, il y a tout un ensemble, un panier de motivation pour les Goumis, mais pas seulement pour les Goumis, pour tous ceux qui sont engagés dans la lutte antiterroriste. Nous avons un regard très particulier sur l'engagement des hommes et nous les accompagnons pour les féliciter et pour les motiver davantage. Alors, être dans les Goumis, est-ce par vocation ou bien c'est un choix de la hiérarchie? Alors, écoutez, c'est les deux à la fois, Oui. parce que c'est la guerre. Et je crois que le chef de l'État était très clair quand il est venu ici à l'occasion de l'ouverture de la conférence des commissaires de police. Alors, il a dit que aujourd'hui, les VDP s'engagent. Les VDP, c'est qui? Les VDP, ce sont des civils qui ont la volonté de se battre pour défendre leur famille, pour défendre leur population. Et donc, à l'analyse, en fait, il n'est pas question que des civils s'engagent véritablement après 1 mois, 2 mois, 3 mois de formation et que des FDS soient en arrière. Est-ce que vous voyez? Même si on conçoit que les rôles des uns et des autres, il y a de la spécificité, mais il n'en demeure pas moins que la menace est de telle nature que l'État doit jeter dans la bataille toutes les forces qu'il a. Et les policiers donc se sont engagés. Il y a eu sur la base de volontariat. Et je peux vous assurer que les policiers sont extraordinaires parce qu'ils sont vraiment très engagés. La dernière fois quand nous avons lancé un recrutement de Goumis, nous avons voulu prendre autour de 230 éléments. Nous avons eu plus de 500. Plus de 500. Plus de 500 qui sont venus volontaires. Qui sont venus volontairement. Oui. Pour s'engager. Est-ce que ça vous a surpris en tant que premier responsable de voir un tel engouement autour de vos hommes? Ça m'a impressionné. Oui. Ça m'a impressionné parce que, en fait, c'est très impressionnant de voir que les hommes s'engagent malgré les difficultés au front. Et ça, moi, personnellement, ça m'a impressionné. Et nous avons, même au cours d'une réunion du commandement, salué cette volonté. J'ai partagé l'information à ma hiérarchie qui était très satisfaite de l'engagement, du niveau d'engagement des policiers. Alors, parlons toujours des Goumis. Il y a des victoires, mais aussi souvent des pertes. Vous avez perdu des hommes. Est-ce que vous avez un contact particulier avec les familles de ces soldats tombés là? Et comment ça se traite ces dossiers au sein de la police nationale? Parce que ceux qui sont là, qui nous regardent, vont se poser la question. Je suis au front, c'est la guerre, tout peut arriver. On a des victoires, on a aussi souvent des échecs. Quand il y a des pertes, qu'est-ce que vous faites au niveau de la police nationale pour non seulement les soldats tombés, mais aussi les familles éventuellement? Alors, il faut dire que au regard de l'ensemble de ces situations, parce qu'on est véritablement dans une situation problématique assez grave, je voudrais donc dans un premier temps présenter encore une fois mes condoléances aux familles de policiers tombés, parce que ce sont des martyrs, à mon sens, ce sont des combattants de la liberté, comme vous le dites souvent. Oui. Et je voudrais également donc souhaiter prendre l'établissement aux blessés, parce qu'il y a des blessés. Alors, parlant de pertes, je ne voudrais pas trop m'attarder sur les pertes. Moi, je vois les gains. Moi, je vois les victoires qui sont engrangées par les hommes sur le terrain. Parce que, comme je vous l'ai dit, ces façons de combattre, ces modalités du combat sur le terrain, en fait, ce sont des choses qui sont nouvelles pour le policier classique. Mais très, très rapidement, les policiers se sont adaptés. Ils ont reçu des formations avec l'appui de l'armée et ils s'engagent de façon volontaire. Et on voit des résultats sur le terrain. Donc, moi, je voudrais m'appesantir sur les gains, sur les victoires et dire que les victoires engagées sur le terrain sont infiniment plus grandes que les pertes que nous avons subies. Alors, vous posez la question à savoir comment se fait la prise en charge. Oui. Il faut savoir que nous avons des décrets précis qui organisent la prise en charge. Dès qu'un policier tombe, eh bien, il y a il y a des primes, il y a des textes, oui. Des textes qui organisent donc la prise en charge des ayants droit. Oui. Et ces textes sont harmonisés à l'ensemble des corps paramilitaires. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'au niveau du traitement des dossiers, il y a de temps en temps de la lenteur parce qu'il faut vraiment être très précis
et avoir de la précision au maximum avec les familles pour traiter. Mais je peux vous assurer que les dossiers sont traités et il y a des prises en charge donc, qui sont régulièrement versées. Au niveau des blessés, au niveau des blessés, il y a des prises en charge également qui sont organisées avec l'appui de l'armée. Alors, il faut savoir que en ce qui concerne les structures sanitaires de la police nationale, bon, bien sûr, elles sont engagées, mais aussi à les structures militaires. Les autorités ont donné des instructions pour que les prises en charge soient harmonisées. Et aujourd'hui, l'armée prend en charge et les policiers, et les VDP, et toutes les FDS qui tombent. L'armée prend en charge et les structures sanitaires de la police également prennent en charge. En termes de prise en charge également, ce n'est pas que sanitaire. Vous savez, au sein de la police nationale, nous avons, au niveau de la direction des services de santé, une cellule de prise en charge psychologique. Vous accompagnez les soldats qui reviennent souvent du front. Absolument. Dans des conditions difficiles. Absolument. Nos psychologues cliniciens interviennent au cours même de la formation des Goumis et des UMI et de tous ceux qui sont engagés dans la ligne de front. Et nos hommes, nos cellules de prise en charge psychologique accompagnent également. Dès qu'il y a des sorties, on fait un effort également pour qu'il y ait quelqu'un qui nous suive. Et si les hommes reviennent également, il y a au cours du débriefing aussi des actions de prise en charge psychologique qui s'opèrent. Donc en plus de tout ce qu'on peut reverser aux ayants droit, la prise en charge sanitaire des blessés, il y a donc ce côté de prise en charge là que nous mentionnons. Et il y a également un accompagnement en fait, un accompagnement dont nous bénéficions de la part de tiers pour notamment les familles des policiers tombés. Et vous savez, l'État fait énormément, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi il y a des partenaires. Il y a par exemple l'association Gopaga qui nous appuie énormément, qui a réussi à construire des centres de prise en charge sociale, et puis les veuves sont formées, etc. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de dire merci à cette brave dame qui se bat au quotidien. Ce n'est pas seulement les policiers, hein, mais il y a aussi l'armée qui en bénéficie. Et nous avons également d'autres partenaires qui viennent nous aider. Nous avons par exemple la douane nous a aidés. La douane nous a donné 10 millions pour la prise en charge des blessés. Et donc je salue au passage mon collègue de la douane qui a pensé à nous. Et il y a des associations, il y a des personnes individuelles aussi qui viennent. Il y a une vaste solidarité autour de l'engagement de la police. Alors, est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Il y a une vaste solidarité. Oui. Et cette solidarité s'exprime aussi en interne. Parce que les policiers ne manquent pas de cotiser. Et il y a des sollicitations. Et puis, ils mettent la main à la poche. Et au niveau du commandement, nous avons pensé à un concept nouveau que nous allons mettre en œuvre. C'est organiser un système de parrainage des orphelins. Ça, c'est nouveau. Nous sommes en train d'expérimenter. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire en sorte que les orphelins soient parrainés par des policiers, par des commissaires de police, des officiers, des sous-officiers, et qui puissent avoir un regard particulier sur cet orphelin-là. Et puis savoir... Jusqu'à sa majorité, ça veut dire que c'est un accompagnement jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans éventuellement? Oui, ça peut aller jusque-là, mais dans le principe, c'est véritablement un parrainage. Nous voulons construire une relation entre les orphelins et les camarades de leurs parents tombés, de façon à ce que les prises en charge soient beaucoup plus particulières, spécifiques au cas qu'on reçoit, et que en aucun cas les veuves et les orphelins ne soient oubliés. Monsieur le directeur général, j'insiste là-dessus. J'avais fait une interview en 2019 avec l'ancien chef d'état-major de l'armée qui avait dit que c'était 10 millions qui étaient reversés. Est-ce que c'est le même montant au niveau de la police aussi, pour les familles? Absolument. Quelles sont les difficultés particulières? Est-ce que là, ce n'est pas une opportunité pour vous aussi de parler aux familles? Parce qu'on a vu qu'il y en a même qui sont arrivés jusqu'en justice par rapport aux 10 millions qui sont versés aux ayants droit. Est-ce qu'à la police, vous travaillez à ce qu'on minimise au maximum ce débat-là? Oui, absolument. Il faut dire que ce n'est pas si simple en fait. Ouais. Parce que il faut arriver à monter des dossiers assez clairs, assez bien ficelés. Vous accompagnez les familles dans ce cadre-là? Bien sûr. Nous avons une structure qu'on appelle la direction des affaires juridiques et sociales. Et les personnes qui travaillent là-bas sont formées et accompagnent au quotidien les familles pour les dossiers, pour les procédures qui sont souvent particulières. Est-ce que vous voyez? Alors donc, je pense que la difficulté principale, c'est arriver à monter très rapidement le dossier.
Et ce n'est pas évident. Vous avez par exemple certains des collègues qui sont pas mariés, qui n'étaient pas mariés, Oui. ou alors, certaines situations qu'on découvre après le décès. Ce n'est pas facile. Chaque cas est particulier, je peux vous assurer. Mais la DAJS, comme je le disais tantôt, adresse à chaque famille des réponses particulières qui conduisent donc à ces prises en charge-là, qui sont plutôt bien organisées à mon sens. Pour vous, les Goumi font un travail formidable sur le terrain. Est-ce qu'au-delà de la sécurisation de certaines zones, il y a aussi l'accompagnement pour obtenir les documents, comme par exemple la CNIB? Est-ce que les Goumi font ça de façon spécifique? Les CNIB? Oui. Vous avez pensé à cela aussi, parce que récupérer un territoire, c'est aussi faire en sorte que l'État soit présent. Oui. Alors, il faut savoir que les Goumi sont formés, organisés et projetés pour mener des actions de sécurisation particulières. Et pour leurs actions qui relèvent en fait, pour les opérations précises, ce sont des opérations militaires. 100% militaire. Ce n'est pas 100% militaire, mais puisqu'elles sont, les Goumi sont aux côtés de la population, mais les offensives et les modalités d'intervention des hommes sur le terrain sont des opérations de type militaire. Et c'est pour cela que les Goumi, principalement, relèvent des groupements de forces militaires. Parce qu'il faut une coordination d'ensemble des acteurs ou des combattants qui sont sur le théâtre national. Donc, les Goumi relèvent donc des groupements de forces qui, eux, relèvent du commandement des opérations du théâtre militaire et du théâtre national. Alors, c'est pour dire que tout ce qui est fait par les Goumi en termes de sécurisation, il y a une partie des activités qui relèvent donc des opérations de type militaire et une autre partie des activités qui relèvent de la pure sécurisation. Parce que les Goumi font aussi des escortes, ils accompagnent les populations au niveau donc du retour des services sociaux de base, au niveau du retour de l'administration. Et vous avez vu des Goumi également donc, qui accompagnent, qui sont montés même sur les poteaux pour réparer l'électricité, qui facilitent le retour de la téléphonie, etc., etc. Et donc ça, c'est fait par les Goumi. Alors, ce dont vous parlez, c'est ce que nous appelons des actions civilo-militaires. Oui. Parce que dès que les Goumi sont implantés, on peut alors organiser des opérations CNIB. Ah, ça a été fait souvent dans certaines zones. Ah si, ça a été fait. Oui. Et même en accompagnement de certaines opérations militaires, la police nationale a accompagné par l'organisation d'opérations CNIB. Et puis, ça rassure la population et ça lui permet donc de se sentir protégé et de sentir que ses besoins sont pris en charge donc, par les unités militaires et paramilitaires. Alors, est-ce que quand on est Goumi, c'est pour toujours ou bien c'est des périodes déterminées? C'est pour toujours. C'est pour toujours. Alors, les Goumi ont une vocation de pérennité. C'est pour ça qu'ils ont été consacrés par décret. Mais vous pouvez être dans un Goumi aujourd'hui et puis demain en ressortir. Est-ce que c'est possible? Si quelqu'un veut sortir d'un Goumi, c'est possible? Oui, vous leur permettez de le faire? C'est possible. OK. Après, genre 3 mois, 6 mois, le monsieur veut aller dans un commissariat, vous lui permettrez de partir? Alors aujourd'hui, il faut être très clair. Alors aujourd'hui, nous avons un impératif de sécurité. Actuellement, c'est vraiment grave sur le terrain. Et donc, nous ne permettons pas les sorties volontaires comme ça. Il faut arbitrer. Mais il y a des sorties qui sont aussi du fait de l'administration policière. C'est-à-dire, vous êtes membre d'un Goumi, vous posez des actes qui sont contraires à la déontologie et tout ça, on vous sort tout de suite. Mais nous ne pouvons pas accepter des sorties volontaires comme ça à tout vent parce que nous allons casser la dynamique. Alors, mais il faut savoir que les Goumi ont une vocation de pérennité et que à terme, nous aurons donc 13 Goumi pour les 13 régions. 13 Goumi pour les 13 régions du Burkina, OK. Et comme le terrorisme, dans notre entendement, est conjoncturel, les Goumi vont être déployés donc au niveau des régions pour appuyer les services de sécurité classiques dans la sécurisation des grands centres urbains. Et donc, bientôt, vous aurez des Goumi à Ouagadougou pour appuyer les services de sécurité urbaine. Voilà qui est bien clair. Et ouvrons maintenant un autre chapitre consacré notamment aux affectations et à la relève. Comment ça se passe au niveau de la police? Parce qu'on a entendu tellement de choses. Il y en a qui sont dans les zones dites rouges, qui ont du mal à quitter ces zones-là. Est-ce qu'au niveau de la police, vous travaillez à ce qu'on puisse minimiser les impacts justement de ces retards? Alors, il faut dire qu'effectivement, le problème des affectations est assez crucial. Et de la relève. Et de la relève, oui. Parlons d'abord de la relève, on parlera des affectations. Alors, les relèves. Oui.
Vous savez, au niveau des relèves, tout est planifié. Ouais. Au départ. C'est-à-dire, tout est planifié. Vous avez donc des gourmis qui sont projetés. On sait que ils vont faire un certain nombre de tas. Et théoriquement, tout est planifié. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est comment les choses se passent sur le terrain. Dès que vous avez peut-être des unités qui sont engagées et qui subissent par exemple des pertes, ou alors des situations se produisent de nature à ce que vous puissiez réarticuler le dispositif, ça joue sur la planification. Donc, il arrive de temps en temps des retards, en fait, au niveau des relèves. Et ça, nous parlons aux hommes, nous parlons aux commandants, nous parlons aux hommes pour qu'ils acceptent une prolongation de 10 jours, une prolongation de 15 jours. Et je crois que nous sommes bien compris. Il faut expliquer aux hommes parce qu'en réalité, les hommes sont dans une situation également où c'est pas facile. Dès qu'on doit vous relever et que ce n'est pas fait, bon, les hommes ne sont pas contents. C'est tout à fait normal. Mais nous leur expliquons et je crois que nous avons leur accompagnement et leur compréhension et nous arrivons donc à régler ces problèmes-là. Donc, c'est quand le dispositif est quelque peu malmené et désarticulé que ça pose problème. Sinon, tout est planifié et les relèves sont assurés. Venons à présent donc aux affectations. Est-ce qu'il y a des deals autour des affectations au sein de la police nationale actuellement au Burkina Faso? Absolument pas. Vous êtes ferme là-dessus? Je suis très ferme là-dessus. Il n'y a pas de deal? Il n'y a aucun deal. OK. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas. Je vais vous expliquer quelque chose, M. Ouedraogo. Vous savez, la police a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué de par sa structuration institutionnelle et autres. Elle a énormément évolué. Et aujourd'hui, nous avons des textes qui autorisent la création d'une commission d'affectation. Et nos textes disent clairement que les affectations peuvent être de deux ordres. Le premier, c'est on a des affectations du fait de l'administration policière, c'est-à-dire que c'est des affectations par nécessité de service. On vous affecte ici parce que bon, le besoin commande cela. Et nous avons des affectations du fait du policier qui doit demander. C'est ce qu'on appelle les affectations à la demande du policier. Alors, à partir de ce moment, il n'est plus question que le DG de la police nationale reçoive des listes. Voilà, mon neveu, etc. Ça, c'est terminé. Et nous avons donc affirmé cela depuis l'année dernière. Et je pense qu'aujourd'hui, tout se passe plutôt bien parce que les gens ont fini par comprendre que le policier qui demande une affectation, il y a un premier pas à faire, c'est lui qui le fait. Et ça s'appelle une demande adressée donc à la hiérarchie policière. Et tous les chefs intermédiaires peuvent apprécier la demande. Ils peuvent même mettre avis défavorable, mais la demande vient au niveau de la centrale. Et au niveau de la centrale, il y a une commission d'affectation. Moi, en tant que directeur général de la police, je ne mets pas ma bouche dans le fonctionnement de du comité de la commission d'affectation. Tout le monde, oui. Absolument. Et donc, cette commission travaille de façon autonome et elle apprécie parce que, en fait, les policiers sont appelés à motiver aussi leurs demandes. Oui. On a une cartographie. Dès que vous quittez une zone verte, vous allez dans une zone rouge ou orange, etc. Les critères sont déterminés avec les partenaires sociaux. Et moi, je ne fais que voir si les critères sont respectés ou pas. Et donc... Mais il y a des postes quand même qui sont très, très sollicités. On dit souvent qu'il y a des zones où c'est assez lucratif et ainsi de suite. Tout le monde veut aller là-bas. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas d'intervention spécifique qui se font? Quelles zones lucratives? Les frontières, entre autres, les gens en parlent. Voilà, il y a certains services quand même. Tout le monde veut y aller pour travailler. Absolument. Oui. Ouais, c'est vrai que dans le temps, on a assisté à des situations où les hommes préfèrent aller ici, aller là. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de poste lucratif ou juteux au sein de la police nationale. Il n'y a que des postes. Au niveau frontalier, les hommes font de l'immigration et de la sécurisation aussi. Parce qu'on est dans un contexte particulier où n'importe qui ne doit pas rentrer sur le territoire, n'importe quoi ne doit pas rentrer sur le territoire. Donc les hommes qui sont là-bas font un travail remarquable. Et aujourd'hui, on peut constater que il y a pas beaucoup d'engouement à aller là-bas parce que, vous savez, nous avons les regards fixés à tous les niveaux et nous travaillons à ce que, dès lors qu'il y a des pratiques qui ne sont pas conformes, eh bien, nous agissons tout de suite pour pouvoir donc mettre les pendules à l'heure, comme on dit. Et donc, nous
nous disons qu'il n'y a pas de poste juteux ou de poste quoi au niveau de la police nationale. Il n'y a que des postes de travail. Et nous travaillons à ce que tous ceux qui sont là fassent leur travail convenablement. Alors, dites-nous, est-ce que tout le monde a les mêmes chances en termes de rotation au sein de la police nationale aujourd'hui? Vous êtes ferme là-dessus? Je suis ferme là-dessus. Oui. Mais il faut dire quelque chose. Oui. Vous savez, il y a par exemple des affectations, vous voyez les regroupements familiaux. Voilà. Mon épouse est ici, je veux la rejoindre, ou bien mon époux est ici. C'est difficile. On ne peut concéder que pour quelques-uns. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Et ça risque de déséquilibrer les services. Donc, nous faisons, la commission en tout cas, fait un arbitrage en fait. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a même certaines demandes d'affectation parce que bon, je suis malade, etc. Oui. C'est recevable. Mais la direction des services de santé regarde. Est-ce que là où vous êtes, est-ce que le plateau technique sanitaire de la région permet une prise en charge ou pas? Voilà. Si ça permet, vous restez à votre poste, on ne peut pas vous faire droit. Mais dès que la pathologie est de nature à ce que vous soyez exclusivement à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, on vous fait droit. Mais on ne peut pas véritablement satisfaire tout le monde, ce n'est pas possible. Mais je peux vous assurer que je suis très fier du travail de la commission d'affectation parce que c'est véritablement objectif. Il y a une note qui a circulé récemment au Burkina. Vous avez rappelé rapidement donc un groupe de policiers qui travaillait à un poste de contrôle. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est la corruption? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je dois vous dire que, oui. M. Ouedraogo, tout ce que nous faisons, c'est dans le sens véritablement de permettre aux hommes de travailler convenablement et de nous mettre aussi, de mettre l'institution policière aussi à l'abri de certaines pratiques et de certaines critiques. Vous savez, dans cette situation, dès que nous recevons des allégations, et pour le cas dont vous parlez, nous avons reçu beaucoup d'allégations, beaucoup de plaintes de citoyens qui disent oui, ça ne va pas, il faut regarder, DG, il faut regarder, etc. Il y a même des structures de contrôle qui sont revenues avec des rapports réguliers sur la question donc, de ce service-là. Et nous avons même certains Burkinabés qui résident au Mali qui s'en plaignent. Alors, dès qu'il y a des plaintes... Ce sont les policiers qui étaient à Koloko. Hein. Absolument. Voilà, c'est important de l'été à Koloko. J'ai été obligé de leur demander de venir à Ouagadougou. Pour le groupe? Absolument. Tout le monde? Oui, le commissaire et ses hommes. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des allégations comme ça, il faut mettre un temps d'arrêt. Voilà. Parce que les allégations sont récurrentes. Alors, bon, vous revenez à Ouagadougou, on va faire des investigations pour voir si ça a arrivé. Et puis, bon, on va faire monter d'autres hommes. Parce que nous ne tolérons pas que pour ce poste-ci, il y ait tellement d'allégations. Et donc, à chaque fois quand il y a des allégations et autres, nous dépêchons le service de contrôle de la DGPN. Le ministère aussi dépêche soit l'inspection, soit la CONACFP, qui est un peu la police des polices. Et donc, pour aller regarder, je vais vous dire aussi quelque chose, M. Ouedraogo. La dernière fois, c'est le cas de Piscila. Piscila, où des enseignants auraient été rackettés, etc. Mais nous avons fait des investigations, il n'en est rien. Vous avez fait toutes les Absolument, nous avons fait les investigations. Il n'y avait aucune preuve palpable. Aucune preuve palpable. Nous avons écouté tous les acteurs cités, y compris les enseignants, les soi-disant enseignants qui auraient été... Nous les avons écoutés tous. Mais il n'en est rien. Et ils ont dit que bon, ça n'a rien à voir avec moi. Et je suis allé à Piscila, c'est vrai, tricycle et autres. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous avons fait les investigations. Et je dois vous dire que c'est la structure de contrôle du ministère également s'est mise à nos côtés pour que nous puissions investiguer ensemble. Il n'en est rien. Donc, il y a un certain nombre d'allégations aussi. Pour le cas dont vous parlez au niveau du poste de contrôle, il fallait mettre un coup d'arrêt, rappeler les hommes et faire des investigations. Mais pour le cas de Piscila, nous avons fait les investigations très rapidement et nous avons trouvé qu'il n'en était rien. Donc, c'est l'occasion aussi peut-être de... Est-ce que ça vous désole en tant que directeur général de la police d'entendre tout le temps que les policiers sont corrompus, qu'on leur donne de l'argent, qu'il y a des raquettes au niveau des routes éventuelles, tout ça? Bien sûr que je suis peiné. Dès qu'on dit que les hommes raquettent, etc., je suis peiné. Mais je ne me laisse pas aller à des sanctions tout de suite, sinon ce serait catastrophique. On essaie de prendre le temps des investigations. Et Dieu seul sait que nous menons beaucoup d'efforts dans ce sens. Le service de contrôle a pour mission
de faire des contrôles. C'est-à-dire que nous ne tolérons pas que les éléments des services de contrôle soient au bureau, en train d'attendre quoi, tout ça. Non. Dès que vous êtes au service de contrôle, en tout cas pour 2024, nous allons revoir un peu l'organisation. Eh bien, vous quittez chez vous, vous allez dans un service pour faire les contrôles. Est-ce que vous allez leur donner les moyens pour ça? À ce moment-là, ils ont les moyens. Tout le temps, les moyens. Non, ils ont les moyens, parce que le contrôle, c'est quoi? Le contrôle, c'est du déplacement et puis des frais de mission, pour la plupart des besoins. Et il faut qu'ils fassent véritablement ce contrôle-là et qu'il y ait un regard précis, massif du commandement donc sur l'action des hommes sur le terrain. Et je crois que ça se passe très bien. Nous allons dynamiser davantage donc les services de contrôle pour leur permettre de faire convenablement leur travail et d'être aux côtés des hommes pour les aider. Parce que le contrôle aussi, c'est de l'appui-conseil. La lutte contre la corruption au sein de la police nationale, on en parle. Vous avez dit un jour, c'était en 2022, de ne pas donner un franc à un policier en circulation. Du coup, il y en a qui ont dit que vous avez jeté en pâture vos hommes sur la question de la corruption. Oui, mais je pense qu'on s'est compris. Oui. On s'est compris parce que, vous savez, bon, pour vous dire, hein, c'était aussi, c'est nous qui avons convié la presse pour présenter l'institution, pour la faire connaître. Et puis, bon, il y a eu des débats qui ont glissé aussi sur le racket et autres. Et j'ai eu à tenir effectivement ce propos-là. Et vous l'assumez, hein? Oui, mais je l'assume. Oui. Je l'assume. Mais je dis aux uns et aux autres de ne pas faire un focus particulier sur ça. C'est tout un ensemble de choses qui ont été dites. Et cette phrase a été totalement décontextualisée. Et puis bon, voilà. Mais je crois que dans le fond, il s'agissait simplement de parler à la population. Parce qu'il faut dire quelque chose, M. Ouedraogo. Quand on parle du racket, quand on parle de la corruption, vous avez vu les réactions à la suite de cela. Vous avez vu un peu la réaction des citoyens. Je peux vous assurer qu'il y en a même qui ont dit que c'est eux qui raquettent qui poussent les policiers au racket. Mais le policier doit refuser de prendre. Non, je sais qu'il doit refuser. Mais le citoyen aussi doit jouer son rôle. Oui. Doit jouer son rôle parce qu'on présente le racket ou la corruption. On présente qui comme victime? C'est le citoyen. Mais personne ne sait que le citoyen peut être à la base de cela. Et ça, c'est vraiment un peu décevant. Et je crois qu'il y a un axe d'effort à faire sur le policier, c'est ce que nous faisons. Mais il y a beaucoup à faire au niveau des citoyens. Je peux vous assurer que justement, à la suite de cette sortie médiatique, nous avons fait une étude à partir des réactions des uns et des autres. Il y a eu plus de 1500 personnes qui ont commenté cela. Et beaucoup de personnes ont dit non, DG, c'est nous qui sommes à la base de cela. Laissez-nous faire notre travail, laissez-nous nous arranger avec vos hommes, etc. Il y en a même qui ont dit que si le DG même descend sur le terrain, ils vont jongler avec. Vous comprenez? Ça veut dire que le citoyen aussi doit prendre ses responsabilités, parce que c'est lui qu'on veut protéger. Et il se passe tantôt pour victime, alors que, bon, il peut être aussi un acteur majeur de ce phénomène-là qu'il faut que tout le monde combatte. De façon pragmatique, qu'est-ce que vous faites pour limiter la corruption, que ce soit même sur la route, même dans les commissariats, pour avoir la CNIB? Il y en a même qui pensent que même pour avoir le passeport, il faut donner quelque chose pour avoir tous ces documents, alors que c'est gratuitement fait, le service rendu à la population. C'est gratuit. C'est gratuit et le citoyen doit le savoir. Oui. C'est vrai que les citoyens, on ne peut pas les placer sur le même pied d'égalité. Il y en a qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est payant, etc. Et nous avons, au niveau de Ouagadougou, eh bien, bon, des jeunes aussi qui jouent aux intermédiaires. Et c'est eux aussi notre problème. Est-ce que c'est normal, justement, qu'on ait des intermédiaires devant les commissariats de police? La police aurait dû commencer par assainir sa devanture pour éviter justement cette tentative de corruption. Je vais vous dire quelque chose, M. Ouedraogo. Dès que vous voulez une légalisation, vous n'êtes pas obligé d'aller vous-même. Vous pouvez employer votre petit frère, vous pouvez employer quelqu'un qui va faire la légalisation pour vous. Vous n'avez peut-être pas le temps. Est-ce que vous voyez, c'est comme un peu certaines opérations bancaires, etc. Alors, on peut employer des tiers pour cela. Maintenant, le problème, c'est que il y a effectivement certains démarcheurs ou des intermédiaires qui sont de mauvaise foi et qui peuvent dire à des personnes que, bon, voilà, la police réclame ceci, le chef doit prendre cela, ils prennent de l'argent et puis, eh bien, ils disent que c'est la police qui réclame. On a ce phénomène-là. C'est pour cela que, au niveau des commissariats, nous avons instauré
ce qu'on appelle le système de légalisation indirecte. Je rends hommage au DG qui a été à la base de ce système. C'était le Paul Sondo. C'est Paul Sondo, c'est le doyen Paul Sondo, que je salue au passage, qui a eu cette idée donc d'instaurer les légalisations indirectes. C'est-à-dire que vous arrivez au commissariat, vous donnez votre papier, et puis vous restez sur place pour le récupérer. Alors, ce que nous faisons, c'est redynamiser ce concept-là. Oui. Et faire en sorte que nous puissions donc aboutir à un système où le citoyen librement doit pouvoir se lever, aller faire le rang si c'est nécessaire, et puis bon, rentrer en possession donc, de son document. Mais il faut un axe d'effort, comme je l'ai dit tantôt, sur le citoyen lui-même, afin qu'il ne se laisse pas faire, qu'il puisse prendre ses responsabilités, venir aussi faire le rang. Il y en a qui ont horreur des rangs. Et pourtant, tout le monde doit pouvoir faire. Tout le monde doit pouvoir faire le rang. Que ce soit la CNIB, le passeport, la légalisation, tout document que la police... Pas forcément utiliser les intermédiaires. Il y en a même qui, depuis chez eux, pensent qu'il faut connaître quelqu'un pour avoir une CNIB. Il faut connaître quelqu'un pour avoir un passeport. C'est pas exact. C'est pas exact. Et il faut que le citoyen aussi prenne ses responsabilités et que puisse accompagner aussi les efforts du commandement dans la lutte contre ces pratiques qui sont pas bonnes. Venons-en au maillage des villes. Est-ce qu'au niveau de la police, il y a des choses qui sont faites pour les grandes villes pour qu'il y ait des commissariats dans pratiquement tous les arrondissements? Alors, je vais vous étonner. Je pense qu'on a beaucoup d'avancées dans ce sens. Dans le cadre de la commémoration de 74e anniversaire, donc le 28 décembre, ce que nous appelons la journée de la police nationale, il est prévu le 27, l'inauguration du commissariat de l'arrondissement 10. Et après ce commissariat d'arrondissement, il va rester seulement, je crois, le 11, je crois, qui reste à être inauguré. Ça veut dire qu'à Ouagadougou, on a déjà, je dirais, les 12 commissariats d'arrondissement. Mais le commandement a décidé d'aller plus loin. Nous recherchons véritablement l'accompagnement pour faire même des commissariats de secteur. Commissariat de secteur. Absolument. Dans chaque secteur, est-ce qu'on peut avoir un commissariat? Comment ça se fera concrètement? Alors, si vous regardez la carte, oui, vous allez voir que le secteur 1, par exemple, on ne va pas construire un commissariat de secteur là-bas parce qu'il y a le commissariat central. Le secteur 1, vous voyez, les secteurs centraux sont très réduits. Mais pas que Ouagadougou, parlons des grandes villes de façon générale. Oui, des grandes villes, oui, Ouaga, Bobo, Koudougou, etc. Il y aura des commissariats. Oui. Alors, il faut savoir que nous avons planifié déjà, donc la construction du commissariat du secteur. Et à terme, nous prévoyons avoir une trentaine de commissariats dans la ville de Ouagadougou. Parce qu'en matière de sécurité, c'est le maillage qui compte. C'est-à-dire, si vous avez un bon maillage, vous pouvez espérer avoir de l'efficacité. Mais si vous n'avez pas un bon maillage, vous ne pouvez pas avoir de l'efficacité. Donc, le commandement a déjà planifié donc la construction de commissariats et nous sommes en train de travailler avec les PDS et qui nous accompagnent beaucoup. Je salue au passage le PDS de la ville de Ouagadougou et les autres aussi qui nous accompagnent énormément donc dans l'identification de terrain pour pouvoir donc assurer un bon maillage sécurité de la ville de Ouagadougou. Voilà qui est, oui, allez-y. Et je vous ai dit également que nous allons déployer des gourmis à Ouaga. Je crois que nous allons véritablement prendre en charge la sécurisation de la ville de Ouagadougou de façon beaucoup plus efficace dès que ces dispositifs seront prêts. Mais aujourd'hui, nous avons une certaine clairvoyance par rapport à où nous voulons aller donc pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Bobo Dioulasso aussi, parce que Bobo Dioulasso, il y a des arrondissements. Et nous allons donc, je crois qu'il y a des constructions qui sont en train de se faire là-bas au niveau des commissariats d'arrondissement. Bientôt, nous allons les inaugurer. Et nous allons également construire des commissariats de secteur dans la ville de Bobo Dioulasso. Et également des villes comme Koudougou. Par exemple, vous prenez la ville de Koudougou, pratiquement un service de police, c'est la DRPN, c'est le commissariat central ensemble, et ensuite un service de CRS et puis un SRPJ, mais c'est très peu. C'est très peu. Il faut qu'à Koudougou, par exemple, on aille jusqu'à 5-6 commissariats pour pouvoir prendre en charge donc, la sécurité de la ville. Donc ça fait partie des planifications pour le futur. Absolument. Alors, vous parlez de commissariats, que ce soit au niveau des arrondissements, mais aussi au niveau des secteurs, et en termes d'accompagnement de vos hommes, ceux qui font la police de nuit, ceux qui font les patrouilles, est-ce qu'il est prévu aussi, même en termes d'équipement, les tenues, est-ce que tout cela est respecté au sein de la hiérarchie de la police? Oui, je pense que nous avons des textes. Oui. Nous avons des textes qui organisent le système de dotation. Alors, on n'arrive pas à les suivre
parce que on n'arrive pas à les suivre à tout moment. Les policiers aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils ont le minimum. Ils ont le minimum et ils travaillent. Et s'ils demandent le maximum pour bien travailler? Ben, s'ils demandent le maximum, nous allons travailler à avoir le maximum. Je parle des tenues et des primes souvent pour ceux qui font du travail spécifique. Oui, bien sûr. Nous avons l'accompagnement. Nous avons l'accompagnement aujourd'hui, même si ce n'est pas suffisant. Vous savez, quand on a mis au point la police de nuit, eh bien, il s'est posé aussi de nouveau. Si vous avez de l'ambition, vous avez des besoins nouveaux qui se créent. Et il a fallu donc que, on regarde aussi et qu'on demande à l'autorité de nous accompagner. Aujourd'hui, la police de nuit fonctionne. Nous l'avons expérimenté dans les grands centres urbains. Mais il faut continuer donc le renforcement donc de cette police de nuit là pour permettre que les hommes soient opérationnels. La police de nuit, c'est quoi? C'est pas extraordinaire. Il s'agit simplement les 8 heures de travail du policier. Eh bien, on les organise de façon à ce que, pour certains policiers, ça commence à 22 heures. Jusqu'à 6 heures du matin, jusqu'à 7 heures Et le lendemain, le policier ne travaille pas. Et le lendemain, le policier ne travaille pas, Okay. Bien sûr. C'est la vacation de 8 heures. Mais pour ce travail de nuit, il n'y a pas de rémunération spécifique. Il n'y a pas de rémunération spécifique. D'accord. Puisque c'est la vacation de 8 heures. Et donc, vous avez besoin simplement, la seule différence, c'est que vous faites votre vacation de 8 heures dans la ville, dans les artères de la ville, parce que vous circulez dans la ville et vous sécurisez la ville parce que le citoyen dort. Et donc, nous avons des besoins, effectivement, en termes de carburant, en termes d'accompagnement, parce que dès que les hommes sont engagés, il faut toujours un certain nombre d'accompagnements. Mais je crois que ça marche très bien. Et nous allons donc renforcer cela dans les grands centres urbains, en plus de la construction de commissariats dont j'ai parlé, en plus des Goumis. Je pense que nous allons réussir donc à donner aux citadins la sécurité qu'ils méritent. En 2011, il y a eu des mutineries à la police nationale liées aux services payés. Les éléments disaient que c'est la hiérarchie qui bouffait pratiquement. Excusez-nous du terme, entre guillemets. Est-ce que cette question est réglée définitivement à la police aujourd'hui? Je pense que cette question est réglée. Je pense que cette question est réglée parce que, vous savez, à l'époque, il y a eu beaucoup aussi de désinformation. Beaucoup de désinformation. Bon, les uns et les autres disaient que, bon, voilà, il y a des comptes, 49, bon, il y a de l'argent dedans, il y a ceci. Et il a fallu que, effectivement, la hiérarchie policière à l'époque puisse aussi mener une campagne de communication envers les hommes pour leur expliquer que, bon, il n'en est rien, etc. Mais on peut reconnaître également qu'il y a eu quand même certaines défaillances dans la gestion des SP. Et aujourd'hui, je pense que c'est derrière nous et nous travaillons de façon à ce qu'il y ait vraiment une clairvoyance, une transparence à tous les niveaux. Par exemple, on a dit, bon, il faut qu'au niveau donc, de chaque service, s'il y a des services payés, il y ait un comité qui gère. Pour qu'il y ait de l'équité dans la Absolument, répartition. qu'il y ait de la transparence surtout. Okay. Voilà, que ce ne soit pas le commissaire qui gère ces subsides-là, mais qu'il y ait un comité qui inclut les sous-officiers, les officiers, sous le regard bien sûr du chef de service, mais que ce comité fonctionne selon des règles, des procédures. Voilà, parce qu'il y a des petites dépenses peut-être à faire, il faut aussi faire une certaine répartition. Et donc, il faut travailler de façon à ce qu'il y ait la transparence. Okay. Dès qu'il y a la transparence, c'est bon. Mais dès qu'il n'y a pas la transparence, qu'est-ce qui se passe? Les éléments peuvent penser que, bon, voilà, c'est plusieurs millions. Au lieu que ce soit tel montant que le chef a dit, c'est 10 fois plus. Est-ce que vous voyez? Alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc, il faut que on puisse asseoir un système qui permette qu'il y ait la transparence. Et c'est ça qui va donc faire que les hommes auront confiance dans la gestion. Nous sommes pratiquement à la fin, il ne reste plus beaucoup de temps. L'émission est presque terminée, c'est allé tellement vite. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos hommes qui nous regardent actuellement sur Burkina Info, en tant que directeur général de la police nationale? J'ai un message à l'endroit des hommes. Je voudrais dire aux hommes que je suis extrêmement admiratif de leurs efforts. Vous savez, depuis cette campagne antiterroriste, les policiers n'ont pas cessé de m'impressionner. Je vous disais tantôt le niveau de volontariat des policiers qui veulent s'engager au front, comme si c'était la paix là-bas. Et donc, moi, j'ai été vraiment très impressionné. Et je peux vous assurer, M. Ouedraogo, que j'ai vu des policiers qui, depuis leur sortie de l'École nationale de police, ont été employés à des tâches administratives.
Par exemple, les légalisations, les enquêtes administratives, les CNIB, les passeports. Mais dès qu'ils ont été appelés en Goumi et qu'ils ont reçu 2, 3, 4 jours, 5 jours de formation, mais on ne les reconnaissait plus. On ne les reconnaissait plus. Le combattant a pris la place et ils sont engagés pour le front, pour le terrain. Et je voudrais donc saluer et être admiratif de ces efforts qui sont engagés malgré les situations difficiles qu'ils rencontrent et les encourager parce qu'on est dans la justesse. On est sur la bonne voie. Et je voudrais justement profiter de votre micro pour remercier nos autorités, ma TDS, remercier le ministre délégué chargé de la sécurité, remercier le chef de l'État. Vous savez, la dernière fois, il était lui-même à Barnowo, dans notre camp d'entraînement, pour encourager les hommes. Et ça, les hommes en parlent tout le temps, parce qu'ils sont motivés, leur force et leur engagement sont décuplés, et ils sont prêts à s'engager. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Je voudrais donc leur témoigner mes admirations, et puis dire que tout le commandement est engagé derrière eux. La police nationale a 74 ans, bilan et perspectives sans doute. Quels sont les grands chantiers pour le futur de la police nationale du Burkina en quelques minutes? Alors, nous avons de grands chantiers. Oui. Il faut dire que nous sommes en train d'élaborer un organigramme. C'est dans le volet juridique et institutionnel de l'institution. On a de grands volets. Et donc, depuis plus d'1 an, nous travaillons sur l'organigramme parce que nous voulons un organigramme ambitieux qui reflète véritablement les ambitions de l'institution policière. Et donc, nous travaillons là-dessus. Nous voulons également bâtir une police de procédure. Parce que c'est dès qu'il n'y a pas de procédure, dès qu'il y a des vides, qu'on peut s'engouffrer avec des émotions, du copinage, du relationnel pour que ça devienne autre chose. Mais dès qu'il y a des procédures, eh bien, le DG s'efface. Le DG s'efface. Je vous ai parlé des affectations. Moi, je ne reçois pas de liste et je ne vais pas recevoir d'appel. Des gens qui disent, oui, le neveu, il est dans un goumi, il faut le décrocher. Mais vous voulez que qui aille combattre? Et moi, je le dis à tout le monde. Il faut les encourager. Il faut être fier d'eux, les encourager à persévérer dans le combat. Mais il ne faut pas demander qu'on les enlève de là. Parce qu'il faut un travail noble pour lequel il faut les encourager. Et donc, nous disons que nous avons des procédures. Et nous travaillons donc pour ce volet procédure. Nous voulons bâtir aussi une police solidaire, respectueuse de ses engagements internes et externes, respectueux du citoyen. Et donc, nous voulons bâtir donc cette police solidaire, d'abord en interne, par les actions dont j'ai parlé tantôt, en termes de solidarité, mais aussi en externe, par la police de proximité. Nous voulons consolider la police de proximité. Vous savez, M. Ouedraogo, quand le code de procédure pénale plutôt dit que les OPJ doivent rechercher les infractions, mais ça veut dire que le policier ne doit pas s'asseoir au service. Les infractions, ce n'est pas au commissariat. Donc, c'est ça la police de proximité. Il faut aller vers les populations. Et quand on dit aussi, il faut sécuriser les personnes et les biens, les personnes et les biens sont où? Les personnes et les biens ne sont pas au commissariat. Donc, il faut que les policiers apprennent à sortir pour rencontrer le groupe des femmes. Quels sont leurs besoins spécifiques? Rencontrer les personnes handicapées. Quels sont leurs besoins spécifiques? Les élèves, les étudiants, les footballeurs, les commerçants, dans les yards. C'est ça la police de proximité. Et nous voulons donc, tout en mettant en œuvre cette police de proximité, assurer cette réorientation interne-là pour permettre que les policiers aillent vers les populations. C'est ça qui va créer la collaboration en retour et consolider le concept de coproduction de la sécurité. Coproduction de la sécurité, on est pratiquement en fin d'émission. Quels sont vos vœux pour 2024? Alors, mes vœux pour 2024 s'adressent donc aux policiers et aux populations. Je souhaite véritablement qu'en 2024, nous puissions vivre la paix et la sécurité dans notre pays. La paix et la sécurité n'ont pas de prix. Et les Burkinabés ont appris donc à s'approprier la nécessité donc de se battre et d'être résilient. Les populations, je les félicite énormément parce qu'on voit de la résilience. Partout où nos hommes sont engagés, on voit que les populations contribuent à leur propre sécurité. Et donc, je voulais souhaiter la paix et la sécurité, souhaiter bon courage donc à nos hommes engagés, à l'ensemble des RDS, et dire que en 2024, peut-être que nous aurons donc, nous verrons le bout du tunnel, et souhaiter donc que les incursions terroristes, les incidents terroristes aujourd'hui ne soient que les derniers soubresauts d'un ennemi déjà vaincu. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la police nationale. Merci infiniment. Merci.
Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. C'est allé très vite avec l'inspecteur général de police Roger Ouedraogo, docteur en éducation. Il était l'invité exceptionnel de l'émission Le Grand Déballage sur Burkina Info à l'occasion des 74 ans d'existence de l'institution de la police nationale du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous. Très bonne suite de programmes à tous et à chacun. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.